Et elle s'est levée, puis elle s'est mise à me frapper. Ah, carrément. Et je me souviens très bien que la maman me frappait, puis je me suis retourné en regardant ma fille qui était dans l'entrebâillement de la porte. Ces gens-là, ils vont essayer de te contrôler encore plus quand tu reviens. Ils vont dire, t'as fait une faute, t'as fait une erreur, maintenant tu vas payer. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on va parler de séparation. Tout ce qui est sujet autour de la séparation, complexité de séparation, rupture de lien, conflit de loyauté, aliénation parentale, tout ce sujet brûlant autour de cette séparation sera dans cette chaîne. Si tu veux me suivre, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de commenter. Ça permettra à YouTube de mettre ses interviews, son contenu en avant et surtout de pouvoir vous aider et d'aider plein de parents. Merci de ne pas oublier de le faire. Et tout de suite, on rentre dans un contenu. Alors, aujourd'hui, on accueille Maxime. Maxime, bonjour. Merci d'avoir reçu mon invitation. Ben, un grand plaisir, puis ben écoute, merci, dirais-je, de l'invitation, même si c'est plutôt que je me suis porté volontaire lorsque tu as fait une annonce. Je dis, écoute, il faut qu'on en parle. Et je pense que de là, mon désir pas d'être à l'avant-plan, mais de partager et de donner de l'espoir à des gens pour parler d'un sujet très important. Magnifique. Effectivement, on va parler d'un sujet important, le sujet de complexité de séparation, le sujet de conflit de loyauté, le sujet d'aliénation parentale. On est tous les deux concernés. On contribue également à notre manière pour les personnes. Et c'était une richesse de t'avoir, d'avoir le Québec avec nous, d'avoir la vision du Québec, d'avoir ton parcours, toutes les complexités vécues de l'intérieur et de l'extérieur, et puis les obstacles auxquels tu as fait face. Maxime, rapidement, à quoi tu as fait face, toi, dans ta séparation en termes de complexité? Et en 2 mots, est-ce que tu peux te présenter face à des auditeurs qui ne te connaissent pas? Écoute, ce préambule-là pourrait être très long. Vous m'excuserez, les compatriotes français qui m'écoutent, je suis québécois. Je suis un sauvage du Québec, donc mon accent peut être un peu irritant, peut être parfois difficile à comprendre, mais je vais faire de mon mieux pour vous rendre ça le plus digérable possible. Mais voilà, moi j'ai un parcours de vie un peu particulier parce que je pense que je dois te parler de mon parcours avant de parler de mon histoire d'aliénation parentale. Je suis arrivé à Montréal, je viens d'un petit village du Québec et je suis arrivé à Montréal pour être policier. Donc j'ai été policier pendant 12 ans de ma vie. Donc j'ai fait appliquer la loi pendant 12 ans. J'étais un assez bon policier, mais je suis un entrepreneur. Donc, je me suis intéressé rapidement à l'immobilier à Montréal et j'ai commencé à investir. Je suis devenu courtier immobilier, conseiller immobilier, peut-être qu'on appelle ça en France, mais courtier immobilier, agent immobilier, investisseur. Donc, je me suis vraiment mis rapidement dans le bain de l'immobilier. Et finalement, au bout de 12 ans, j'ai démissionné. Après avoir eu mes 2 enfants, j'ai dit, et je me souviens clairement, pour vous dire le type de père que je suis, une journée, j'avais pris 2 ans de congé sans solde. Je sais pas si c'est clair, un congé sans Ah, solde. très clair, très, très, très clair. Fait qu'un congé sans solde, dans le fond, c'est que mon employeur m'a dit, ben, tu peux prendre 2 ans de congé sans solde pour aller expérimenter ce que tu veux expérimenter, chose que j'ai fait. Et la nature humaine est drôlement faite. Au bout de 2 ans, je m'étais dit, bon, ben, il faut que je retourne travailler comme policier, même si je gagnais très, très bien ma vie, beaucoup mieux ma vie comme entrepreneur, mais l'être humain a besoin de sécurité et de stabilité. Et Tout à fait. c'était aussi bête que je me disais, si un jour il y a une guerre mondiale, ben, les soldats et les policiers vont avoir encore du boulot. Mais, Clairement. mais c'est un peu stupide comme pensée, mais pour vous dire comment ça s'est réellement passé, je revenais de prendre ma fille aînée, avec qui je suis en rupture de lien maintenant, de l'école primaire. Et puis, j'étais dans ma voiture, puis je la regarde dans le rétroviseur, je dis, ce soir-là, je retournais travailler dans la police. Hmm. Puis j'ai dit à ma fille, est-ce que papa devrait retourner dans la police? Puis elle me dit, oh non, papa, on ne te verra pas assez souvent parce qu'il était habitué, j'avais un double emploi chez courtier immobilier et policier. Et il me dit du tac au tac, oh non, papa, on ne te verra pas assez souvent. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon employeur, je ne vais pas retourner comme policier, je vais démissionner maintenant. Et puis, j'ai dit, Wow. donne-moi 2 semaines pour
allez vous ramener votre équipement, puis tout ça, puis après ça, ben, ça sera la fin. Alors, ma carrière de policier s'est terminée comme ça. Donc, je me suis lancé à fond en immobilier à ce moment-là et j'étais avec la mère de mes enfants. Il faut comprendre qu'auparavant, j'étais quelqu'un, je suis un high achiever dans la vie. Fait que moi, Yes. j'étais policier de nuit, courtier immobilier de jour. Je faisais des Ironman. Je m'occupais des enfants. J'avais une vie à fond la caisse. Tu sais, c'était comme... Yes. Mais à un moment donné, c'était trop. Puis moi, je voulais passer du temps de qualité avec mes enfants, donc j'ai démissionné, j'ai pris un sans-solde de la police pour finalement démissionner. Ceci étant dit, j'étais un père très présent. C'est moi qui faisais les repas à la maison. C'est moi qui allais reconduire chercher les enfants à la garderie. C'est moi qui couchais les enfants le soir. La nuit, quand je travaillais dans la police, parce que je travaillais pas tellement loin de chez moi, je revenais à la maison, je donnais les biberons. Fait que je suis quelqu'un qui était très, très... J'étais pas un père absent. Tout au contraire, C'était j'étais intéressant. extrêmement présent pour mes enfants. Et ma fille aînée, ce qui se passe, puis pour revenir en arrière, Mhm. évidemment, quand on rencontre une personne dans notre vie, on ne la connaît pas vraiment, cette personne-là. On fait une rencontre, il y a un moment dans notre vie qu'on a un désir d'avoir des enfants, qu'on choisit quelqu'un parce que ce moment-là de notre vie, c'est peut-être le meilleur choix qu'on considère. Mais nous étions des personnes extrêmement différentes, ma femme et moi à l'époque. Et l'arrivée du premier enfant a exposé vraiment la réalité à laquelle je faisais face avec cette personne. Ce n'est pas une mauvaise personne. Bien sûr. C'est une personne extrêmement que c'est malheureusement ses blessures, il y a beaucoup de Yes. contrôle, beaucoup des problèmes de, selon moi, malheureusement, de personnalité, difficulté Mhm. à partager l'attention entre les enfants et le couple, alors que moi, quand le jour où j'ai eu des enfants, c'était mes enfants. Yes. Donc, Et évidemment, ça fait un espace dans le couple. Et là, j'ai toujours dit, l'arrivée des enfants va soit te reprocher, soit t'éloigner, dépendamment du style de famille que tu veux. bien sûr. Donc, j'ai eu ma première fille et là, je me suis posé sérieusement la question en voyant toutes les problématiques, la réalité à laquelle je faisais face maintenant. Est-ce que réellement, je vais avoir un deuxième enfant avec cette personne-là? Donc, Maxime, attends, pour que je resitue, tu es en train de me dire que, et bien évidemment, c'est très intéressant parce qu'on va reparler un petit peu plus tard de tout ce qui est blessure personnelle, finalement, qu'on reprojette sur le couple. Et pour bien comprendre, c'est que donc, tu as eu un enfant, et déjà pour le deuxième, tu t'es posé la question, tu as commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui potentiellement en fait n'allait pas, il y avait une divergence de vision, ou tu sentais qu'il y avait des blessures profondes. Qu'est-ce qu'à ce moment-là, tu ressentais? Moi, je suis quelqu'un de très, très intuitif, je ressens les choses et cette personne-là a complètement changé à partir du moment où il y a eu des enfants. Pourquoi? Évidemment, les personnes avec des troubles de personnalité, quand ils sentent qu'ils sont en insécurité, vont avoir Yes. un pattern quand ils vont sentir qu'il y a une sécurité. Le mariage, arrivé d'un enfant, ils vont se sentir assez confortables pour sortir leur vraie personnalité. Et ça, tu l'avais pas ressenti avant? Ou c'était Oui, masqué? il y avait des choses très spéciales, mais oublie pas une chose, puis il y a plusieurs hommes qui vont se retrouver là-dedans. Bien Quand sûr. tu te retrouves avec une femme qui a des carences émotionnelles, tu es un peu le prince charmant qui la sauve. Tu es t'es le meilleur qu'elle a jamais eu. Tu viens réparer tous ses maux. Hmm. Et toutes ces réactions sont expliquées par ses blessures et sont ciblées généralement des bons hommes, des bons garçons qui vont avoir cette patience-là, cette empathie-là, C'est de ça. vouloir rester là et aider. Yes. Généralement, vous êtes les hommes qui vont rester les plus longtemps en relation avec cette personne-là dans toute sa vie. Donc une posture de sauveur, tu dirais, quelque chose de l'ordre de à la fois sauveur et à la fois ça lui apporte une forme de sécurité face à des angoisses ou des blessures qui sont déjà là. Oui, Et du coup, en fait, ça match entre quelqu'un d'angoissé et quelqu'un qui apporte en fait une sécurité face à des blessures, mais qui sont quand même encore présentes dans le couple. C'est tout à ça? fait. Puis c'est évidemment, on ne se cachera pas, on va nommer les choses comme elles le sont. Ça Mhm. instaure une dynamique de codépendance. Tu t'occupes Mhm. de moi,
tu es indispensable pour moi, je me sens bien parce que je me sens indispensable. Fait que nous, nous là-dedans, on nourrit ça aussi, là. On ne se cachera pas qu'on ces situations-là n'arrivent pas uniquement à cause de l'autre personne. C'est parce que ce moment-là de la vie, ce moment-là de notre vie, on n'avait pas l'acuité de comprendre ce qui se passait. On n'avait pas les bons modèles parentaux qui disaient ça, c'est une relation saine et ça, c'est une relation malsaine. C'est vrai, et ça me permet de rebondir sur, effectivement, tu pointes quelque chose qui est très juste, qui est, ce qui est en cause, c'est la dynamique en fait du couple, et qu'il y a bien évidemment 100% chacun, et bien évidemment après il y a des complexités, mais quand on revient en arrière et quand on voit la dynamique qui s'est installée dans le couple, effectivement on peut dire déjà, ah, il y a peut-être des choses qui ont coincé ou des choses qui n'étaient pas trop normales, où il y avait une certaine dynamique qui pouvait effectivement nous conduire à ça. Est-ce que c'est ça ou est-ce que tu veux ajuster quelque chose, Maxime? Moi, dans la vie, j'avais pas de modèle d'amour ou de couple euh, de référence. Fait que moi, je me disais, ben, j'ai un frère jumeau. Quand je veux avoir du plaisir puis que ce soit le fun, la vie, je vais aller faire des choses avec mon frère jumeau. Puis, sinon, il y a ma femme qui est là, mais c'est pas le fun avec ma femme. C'est Ok. juste. Fait que, puis moi, tu sais, je voyais tous mes amis de gars que c'était comme un peu comme ça aussi, tu sais. Ils font des affaires le fun avec leurs amis garçons, puis. Mais moi, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui est rendue ma meilleure amie maintenant. Fait que j'ai compris, j'ai évolué ce que c'est dans un couple maintenant. Mais Bien sûr. j'ai eu la chance de rencontrer cette personne-là après, de comprendre qu'est-ce qui est une relation équilibrée. Mais je ne le Ouais, savais pas avant nécessairement. c'est Fait, vrai. alors, j'ai complètement ma part de tort dans une séparation difficile, ça c'est clair. Euh, Sauf que les, les, quand tu rentres en relation avec des gens avec un trouble de personnalité, tu n'as pas de. Et oui. T'as aucun endroit pour te mettre les pieds qui est stable. Tu es toujours dans l'incertitude de c'est-tu correct, c'est pas correct. Puis tu vas finir par Et- penser que tu es la raison de tous ces problèmes à cette personne-là. Parce qu'elle va te le dire, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Puis tu finis par Yes. le croire en tant que bonne personne, tu vas dire, ben, elle a peut-être raison, cette personne-là. Fait que Ah, tu diminues ta valeur jusqu'à un point qui va dire, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir t'aimer comme moi. et là, ça joue sur une blessure aussi. Oui, Yes. Et Maxime, ça, c'est avant la séparation, avant que ça rentre dans une complexité, avant que ça impacte les enfants. oui, Là, dans cette période, on est vraiment dans votre vie de couple, c'est ça? on est vraiment dans notre vie de couple. Ok. À partir de quand ça commence à se complexifier? Euh, je pense que ça s'est complexifié à l'arrivée de ma deuxième fille, parce que, évidemment, il se bâtit des clans un petit peu. Moi, j'étais avec ma fille Hmm. aînée parce que je passais du bon temps avec elle, puis ça me nourrissait beaucoup. Elle passait du temps avec la plus jeune parce qu'évidemment, une enfant, un petit bébé a plus besoin de sa mère. Et là vraiment, le fossé s'est creusé. Mais là, il y avait beaucoup de problématiques aussi qui étaient vraiment anormales, qui font partie du trouble de personnalité, mais que je ne veux pas parler pour préserver un peu l'inter. Tu sais, Bien sûr, c'est très difficile à parler parce que tout quand à tu parles fait. de ça, ça peut être perçu comme acrimonieux, mais Mhm. et c'est tellement bizarre les comportements de ces personnes-là que tu peux presque pas les expliquer. Alors, c'est vrai. Et bien évidemment, pour étiqueter un trait de personnalité, bah, c'est un diagnostic médical, en tout cas en France, bien que sur les réseaux, tout le monde se permet de mettre des étiquettes, mais ce n'est pas l'objet en tout cas du jour. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est quelque part le doute, la confusion et parfois comme une remise en question finalement que c'est peut-être toi le problème. Ah ben oui. Moi, je me souviens très bien, à un moment, je me disais, puis tu sais, on va se dire les vraies choses. Il n'y a personne. Tu sais, on parle, il faut un diagnostic, il faut un professionnel. Ouais. Les amis, la vérité, là, tu n'auras jamais de diagnostic de ça, à moins C'est d'avoir vrai. quelqu'un de volontaire qui dit, hey, moi, là, j'ai un problème, je vais me faire diagnostiquer pour savoir ce que j'ai comme problème.
Complètement. Fait que assis 500 personnes avec un trouble de personnalité dans la pièce, ceux qui vont être Complètement. volontaires vont dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils doivent dire, parce qu'ils sont excellents pour manipuler les choses, Tout pour à dire fait. qu'ils sont corrects et tout va bien. Fait que, faites-vous confiance sur votre expérience personnelle. Faites C'est un ça. inventaire personnel, puis après, je pense être pas mal en mesure de dire ce que vous avez vécu. Et comme j'ai toujours dit, vous êtes victime d'une agression sexuelle et tu vas dire à quelqu'un, j'ai été violé. Est-ce que quelqu'un va dire, ouais, es-tu sûr que tu t'es fait violer? Es-tu certaine que tu t'es fait violer? Tu C'est ça. comprends? Fait qu'il faut C'est ça. respecter ce processus-là. C'est pas de mettre une étiquette, c'est de Tout partager à son fait. vécu. Voici ce que j'ai vécu. Voici un type de relation dans laquelle j'étais. J'étais responsable de ça aussi, mais Bien sûr. voici ce qu'on m'a imposé pendant des années. Yes. Et c'est vrai, quand on va en parler un petit peu plus tard, de l'aliénation parentale, qui est une véritable violence non encore reconnue, en fait, aujourd'hui au sens propre du terme, c'est controversé. On va en Mais parler un c'est petit comme, peu c'est plus comme ce que tard. tu disais tantôt, tu n'as pas le droit de le nommer. Tu n'as pas le droit, tu n'es pas un expert, tu n'as pas un diagnostic, puis un diagnostic, tu n'as pas ça dans l'aliénation parentale. Effectivement, on va en parler, on va en parler un petit peu plus tard. Mais du coup, c'est comme si la personne soit ne pouvait pas en parler, soit c'était brandi en premier rapport, mais on rentrera un petit peu plus juste un peu après dans le sujet des mécanismes de l'aliénation parentale et de l'aliénation parentale en elle-même. Et du coup, Maxime, tu décides, je suppose, de te séparer, c'est ça, à un moment donné? Moi, je vais être totalement transparent avec vous. Moi, puis j'ai pas peur de le nommer, j'étais un peu rendu au pied du mur, qu'on dit ici au Québec. Est-ce qu'on dit la même chose en Ok. France? Dans mes, Pareil. dans mes derniers retranchements, de dire ma vie, c'est de la merde et je vais Ok. passer les 20 prochaines années de ma vie comme ça, malheureux. Wow. Et puis, moi, je suis quelqu'un de chanceux dans la vie. Puis un soir, puis moi, je crois beaucoup en la synchronicité. Les choses qui arrivent dans Bien la vie doivent arriver. Un soir, je suis invité à un événement caritatif. Je ne vais jamais à ces événements-là. Je déteste les événements sociaux. sûr. Et pour une raison obscure, je dis le soir, 5 minutes avant, je dis ben je vais aller faire un tour. Et quand j'arrive sur place, je rentre sur place, je croise le regard de Stéphanie, qui est ma femme maintenant aujourd'hui, et je me suis dit à ce moment-là, ma vie va changer maintenant. Wow, c'est beau. Et Stéphanie habitait à 2 rues de chez moi. On ne s'était jamais vu de notre vie. On fréquentait les mêmes personnes, les mêmes milieux. Et puis, on s'est mis à devenir des amis. Chose que j'avais jamais faite euh, avant, c'est rencontrer une femme et devenir un ami avec cette personne-là. Je Et comprends. on s'est mis à courir ensemble parce qu'on avait les mêmes intérêts, parler ensemble. Et puis au bout de un mois, où est-ce que c'était clair que je ne pouvais plus nier. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui a une double vie. Si Hmm. j'ai un sentiment envers quelqu'un, puis je ne pensais jamais me séparer. OK, en parenthèse, je viens d'une famille, des parents extrêmement conflictuels, violence conjugale, compliquée. Mais mes Wow. parents sont restés ensemble toute leur vie. Donc, j'ai dit, dans la vie, coûte que coûte, tu restes. D'accord, tu avais ancré cette croyance, toi. Définitivement. Donc, ce qui est arrivé, Mhm. c'est que quand j'ai rencontré Stéphanie, un matin, je me suis assis avec la mère de mes enfants. Il était 5 heures du matin. Je lui ai dit, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'est passé quelque chose. Notre relation va se terminer maintenant parce que je ne suis plus capable. Malheureusement, ce qui est arrivé ce matin-là, puis c'était, elle avait peut-être raison, peut-être tort, mais c'était quelqu'un d'extrêmement volatile. Et elle s'est levée, puis elle s'est mise à me frapper. Ah, carrément. Carrément. Mais là, moi, j'ai ma fille aînée qui Quel a, âge? elle avait 7-8 ans à l'époque. Et du coup, elle a un sommeil très léger, elle se lève. Et je me souviens très bien que la maman me frappait, puis je me suis retourné en regardant ma fille qui était dans l'entrebâillement de la porte, qui pleurait. Et là, c'est comme si tout s'est arrêté. Ouais. Dans ma tête, j'ai dit,
Puis moi, j'explique pourquoi, puis c'est très personnel, mais le jour que ma mère a voulu quitter mon père, c'est que mon père m'avait violenté puis laissé des marques. Ok. Alors, j'ai dit, puis j'avais dit à mon père à l'époque, à ma mère, s'il te plaît, je veux pas être responsable de ça, quitte pas papa. Hmm. Fait que moi, je me suis retrouvé, c'est comme j'ai fait un voyage dans le temps, dans l'espace de 5 secondes, je me retrouvais dans mon enfance où j'ai vécu ça, cette violence-là. Puis là, Et là, j'ai voulu tout wow. effacer puis tout arrêter. Et là, il se passe quoi en toi à ce moment-là? Oui. Je suis allé voir Stéphanie le lendemain, j'ai dit, Stéphanie, on arrête tout. On ne se verra plus, je retourne avec ma famille. Ok. L'instinct était Évidemment, quoi? À ce moment-là, ton instinct était quoi? Protéger les enfants? oui, C'est oui, ça? oui. Ok. Mais là, malheureusement, ces gens-là, ils vont essayer de te contrôler encore plus quand tu reviens. Ils vont dire, tu as fait une faute, tu as fait une erreur, maintenant tu vas payer. Mais moi, j'étais en train de me détacher tranquillement et de comprendre ma réalité. Donc, tranquillement, je me suis comme dit, non, ça ne sera pas ma vie. Alors, une journée, je lui ai dit, peut-être une semaine plus tard, j'ai dit, tu sais, Stéphanie, c'était pas juste quelque chose de passager. Genre, Ouais. j'ai des sentiments pour cette personne-là. Et là, la deuxième crise est arrivée parce que je la comprends aussi. Là, ça a été comme dans les films. Tu sais, elle a arraché le garde-robe, tout se promenait dans la maison, mes vêtements se promenaient partout. Wow. Fait que là, j'ai mis dans les sacs de poubelle de déchets mes vêtements. Puis j'ai eu la chance d'avoir de l'immobilier, donc je suis allé rester dans une propriété que j'avais pas tellement loin, qui était libre. Encore une fois, on parle de synchronicité. Pour une raison obscure, j'avais un appartement qui était libre et que je ne louais pas à côté de chez nous. Je le laissais là, vide. Ben, c'est là que je suis allé habiter à ce moment-là. Wow. Puis Et moi j'ai dit à ce moment-là, j'ai dit, tu sais quoi, garde la maison que j'ai payée, garde les meubles, garde tout. Je m'en vais. C'était ça je, je ouais, veux la paix, c'est je ça? veux la paix. Ouais. Ok. Et si je reviens sur, parce que là, c'est quand même des crises assez quand même violentes et ça manifeste énormément. Elle en faisait avant votre séparation? Il y avait Ouais, des... ben tu sais, c'est toujours ces comportements typiques de dénigration. Tu sais, on dénigre le partenaire, on le dévalorise. Elle m'avait déjà frappé auparavant. Tu sais, c'était pas nouveau, ces comportements-là. Ça devient la normalité pour toi. Ça devient la normalité. Eh Euh, oui, Puis moi, je suis quelqu'un, tu sais, moi, j'ai travaillé 12 ans comme policier. ben oui, J'ai jamais été capable de frapper quelqu'un avec mes poings parce que je suis pas capable de cette violence-là, moi, dans ma vie. bien sûr, Fait que la recevoir, c'est difficile. tout à fait. Et du coup, tu pars. Heureusement, tu avais un appart. Ouais. Vous parlez déjà un peu enfant, vous parlez après séparation, vous parlez partage des biens. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment... Ben, bon, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, euh, puis tu sais, je vais être bien, bien clair, je veux nommer les choses comme elles le sont, je veux pas, c'est pas le procès de personne, mais moi, je suis Bien quelqu'un sûr. qui organise mes choses à l'amiable dans la vie. C'est correct, je t'offre ça, puis c'est correct. Mais madame a pris une autre voie, qui est la voie d'engager le plus gros cabinet à peu près d'avocats à Montréal pour venir chercher le maximum de ce que D'accord. j'ai. Puis moi, je suis quelqu'un qui a bâti euh, ma vie seule. Tu sais, je suis parti de zéro. Hmm. Je suis devenu très à l'aise financièrement parce que j'étais toujours très, très prudent, pas prudent, patient. J'ai économisé. J'ai su ce que c'était ne pas avoir d'argent. Fait que je ne mettrai jamais mes enfants là-dedans. Fait Bien que moi, c'est sûr. une séparation qui m'a peut-être coûté 1 million, mais c'était un détail dans l'équation. Fait que, Hmm. finir un gros cabinet d'avocats contre moi, puis là, ça a été compliqué parce que. Puis, puis drôle de chose, c'est qu'à un moment donné, elle a eu besoin de mon aide. Elle m'a dit, elle a dit, Maxime, j'ai trouvé une propriété dans tel secteur que je veux acheter. J'ai besoin de ton aide. Pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, viens la voir. Fait que je vais visiter la maison avec elle. Puis, comment je peux t'aider? Ben là, on va régler la séparation. Tu vas me donner ça, ça. Tu vas gérer mes travaux, payer mes travaux. Pas de problème. Parfait, on gère.
parfait, c'est parfait. Parce que moi, je voulais juste passer à autre chose dans la vie. Alors là, et elle va habiter dans un des quartiers les plus prisés de Montréal. OK. Fait que, puis moi, j'habite dans le quartier le plus défavorisé de Montréal. Par choix. Donc, c'est partage des biens, c'est ça, les gardes 50-50, mais ces personnes-là n'acceptent jamais vraiment la séparation. Ils n'acceptent pas que tu aies commis le Dieu de quitter. Et là, tu viens de dire quelque chose de capital, Maxime, qui est ces personnes-là ont du mal avec la séparation. Ces personnes-là n'acceptent pas la séparation. Il y a une vraie problématique sur des personnalités qui n'arrivent pas à se séparer. C'est ça? Ah, définitivement. Puis c'est ça le problème, parce que ce n'est leur soif de vengeance n'est jamais atténuée par rien. Donc, tu disais, j'ai été bon garçon, puis je dis souvent à des gens, laisse pas traîner les choses et ne sois pas trop bon garçon. Règle les affaires correctement. N'en fais pas trop parce que tu n'auras aucun bénéfice de ça. C'est vrai, c'est juste. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, bien évidemment, après ça, garde partagée, puis moi, je paye la part du lion des dépenses de mes enfants. Je paye une grosse pension, un gros pourcentage de pension alimentaire et je suis un bon père. Je paye, il n'y a pas de problème. Je suis là émotivement pour mes enfants. Je ne suis pas un père absent. Tu sais, je suis un père qui est très présent, qui respecte ses obligations à 100%. Maxime, je fais juste un aparté parce que c'est intéressant entre les deux pays. Bon, en France, la pension alimentaire est fixée par le juge. En Angleterre, je sais que c'est 12,5% du brut en fait imposable. Et au Québec, comment ça se passe pour vous? C'est une grille de calcul qui existe. Donc, c'est une grille de calcul qui est disponible, qui peut être révisée à chaque année, selon ce que les parents génèrent comme profit. C'est un peu stupide parce que dans le fond, on s'entend que rendu à un certain niveau financier, disons que je fais 1 million de dollars par année puis que la maman en fait 500 000 ou 250 000, ben, il y a un niveau qu'à un moment donné, c'est comme, est-ce que vraiment on ne doit pas avoir un plafond à ça? Parce que, tu sais, fait qu'il y a un illogisme au Québec total là-dessus. Fait que moi, je paye dans le fond 80% des dépenses de mes enfants excédentaires et la pension alimentaire. Mais ça veut dire que si maman ne veut pas payer, pour exemple, les camps de vacances, c'est moi qui paye 100%. Fait que moi, je paye 100% de beaucoup de choses, puis 80% de la majorité, plus la pension. Mais moi, le financier, je suis quelqu'un qui est chanceux, je suis bien nanti dans la vie. Je n'ai pas de problème d'argent. Fait que moi, ça n'est... Mais pour un parent qui n'a pas la même réalité que moi, c'est compliqué. Puis c'est là que les parents aliénants ont du levier. Parce que souvent, c'est là qu'ils vont aller. Ils vont aller vers le financier. Mais là, quand le financier, ils n'ont pas de levier financier sur toi, ils vont juste continuer à aliéner ton enfant davantage et peser sur tous les boutons pour tenter de te faire réagir, puis de voir, tu vois, il est encore fâché, lui aussi, de la séparation. Mais je ne suis pas fâché de la séparation. Je dirais plus en colère, parce que je l'étais en colère par l'aliénation de ma fille, profondément. Mais je suis dérangé qu'un parent ne voit pas l'intérêt de tout ce qu'un autre parent peut apporter à l'enfant dans sa vie. Et c'est extrêmement important, parce qu'il y a tellement de choses en tant que père, en tant que mère, parce qu'il y a beaucoup de mères qui le vivent aussi, qu'on apporte à ces enfants-là qui n'auront pas accès. Complètement. Et ça va les suivre toute leur vie, dans leurs relations, dans leurs amours, dans leurs amitiés, dans leur travail. Et moi, ça fait longtemps que je le sais, que les répercussions vont être dans le futur de ça. Mais qu'un parent ne comprenne pas, il n'aille pas voir son enfant, il dit, écoute, je pense que c'est pas dans ton meilleur intérêt que tu passes 100% du temps avec moi parce que j'ai mes problématiques aussi. Puis je pense que mon père... Puis moi, j'ai toujours dit à mes enfants, prenez le meilleur de papa, prenez le meilleur de maman, puis faites-en quelque chose de bien, puis vous allez réussir quelque chose de bien dans la vie, tu sais. Puis c'est la même chose aujourd'hui, tu sais, ma fille reviendra à la maison, puis mon ex a du positif. C'est juste que malheureusement,
ces femmes-là qui vont vieillir aigries, un peu frustrées de la vie, d'une séparation, c'est pas le beau qui ressort au fil des années. C'est lourd, c'est extrêmement lourd, puis je peux pas comprendre comment même j'ai de l'empathie, de la sympathie pour les enfants qui sont à 100% du temps que ces personnes-là, qui sont Tout lourdes. à fait. Bien sûr, c'est très lourd. Et tu dirais, Maxime, comment c'est rentré dans le mécanisme d'aliénation? À quel moment tu sens, ça y est, ça glisse, tu sens que les enfants sont dedans et tu fais, waouh, là, on est en train de se diriger vers une aliénation parentale. Je ne savais pas que ça existait. Je n'avais aucune idée que ce concept-là existait. Mhm. Euh, et moi, drôle de chose, c'est que je revenais de faire le tour du Mont-Blanc avec mes enfants en France. On a marché France, Italie, Suisse. Un super Magnifique. voyage. On a fait ça en 11 jours. Les enfants étaient tout petits, c'était super. Euh, Ma fille, quand elle est fatiguée, une de mes filles, ma fille qui est aliénée, quand elle est très fatiguée à cause d'une neurodivergence, devient désorganisée. Ok. Donc, on revenait de voyage, puis là, c'était la rentrée scolaire au secondaire, qui est un moment important. Puis, vous allez vraiment rire, je vous le raconte, parce que je pense que c'est anecdotique, mais important, pour que les gens comprennent que Mhm. des fois, ça se déclenche comme ça. Complètement. Ma fille vient me voir, elle me dit, maman a dit de m'acheter une nouvelle paire de souliers. Maman est beaucoup dans la consommation. C'est des boîtes de vêtements qui rentrent à tous les jours chez eux. Ok. Moi, je suis dans le minimalisme. Si tes choses sont encore bonnes, utilise-la. Elle avait des souliers neufs. Je dis, écoute, on va les nettoyer. Je pense qu'ils sont parfaits pour ta rentrée scolaire. T'sais. Mhm. L'opposition, très en colère, appelle sa mère, viens me chercher. Fait que moi, j'ai dit, ben, c'est peut-être une contrariété. J'en pense pas autre chose qu'une contrariété du moment. Je veux dire, tu peux pas. Elle avait quel âge à ce moment-là? 13 ans. 13 ans. Oui, Ok. Donc, elle appelle sa maman et elle lui demande de venir la chercher. oui. Fait que moi, Ok. j'en pense rien. Peut-être que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu sa mère, elle a besoin de la voir. C'est correct. Ok. Mais là, soudainement, je reçois un appel de ma fille, peut-être 2 jours plus tard, parce que je la laisse un petit peu décanter. Papa, je ne vais plus habiter avec toi, je vais rester maintenant avec maman. Wow. Et là, ça te fait quoi? Mais là, c'est que je ne comprends pas ce qu'elle veut dire, parce qu'on a une entente de garde 50-50. Je ne comprends pas que ma fille m'appelle pour me parler de ça. Oui, tout à fait. Fait que là, je suis très confus. Fait que là, j'appelle la maman, je dis, écoute, tu vas me ramener ma fille chez moi comme prévu. Sinon, j'appelle la police et ne commence pas. Puis là, c'est là que je commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ne commence pas à aliéner ma fille. Ma Hmm. fille, elle va revenir chez nous comme l'entente que nous avons devant, devant une médiatrice, des avocats. Nous avons signé une entente de séparation qui dit que c'est 50-50. Ok. Et là, j'ai dit, si je ne me ramène pas ma fille, je vais appeler la police. C'est ma fille qui me rappelle, qui me dit, papa, si tu envoies la police chez maman, tes amis, parce que je suis un ancien policier, vont perdre leur boulot. Ta fille de 13 ans appelle son père Oui, pour le menacer de son action, oui, pour le faire reculer. oui. Waouh. Et là, il se Bon, passe quoi en fait à l'intérieur de toi? Est-ce que ben, tu puis là, dis, j'ai eu la rapidité d'esprit d'enregistrer ces appels-là. Je les ai ah ouais, tous. Parce que ok, je me disais, c'est trop important ce qui se passe là pour ne pas enregistrer ça. yes. Elle le savait que tu enregistrais, elle le savait Non, pas? non. Non, ok, yes. Fait que là, je suis quelqu'un qui réfléchit, fait que je me dépose, puis je me dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Puis ma fille est rentrée dans une école privée, c'est moi qui paye l'école privée de ma fille, puis je ne l'ai pas vue. Elle rentre au secondaire, un moment important, je ne l'ai pas vue. Fait que Ok. je me dis, ben, regarde, je parle avec ma femme, je me dis, je vais aller la voir à l'école. C'est un milieu neutre où elle ne pourra pas se désorganiser. Hmm. Alors là, je me présente à l'école, je veux voir ma fille, ils vont chercher ma fille.
l'amène dans une pièce. Fait que je dis, écoute, ma fille, je t'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? On veut vraiment te voir revenir à la maison. On t'aime. Qu'est-ce qui va pas chez papa? Fait que là, elle me dit, ben là, papa, tu me prends un peu au dépourvu, c'est compliqué. Ben, elle dit, tu sais, il n'y a pas de télévision la semaine. Ben, j'ai dit, écoute, si c'est juste ça le problème, on va trouver une solution. Puis moi, je suis quelqu'un qui a un bon sens de l'humour, ben, on va trouver peut-être une solution, tu sais. Puis c'est une belle discussion qu'on a qui se termine positivement. C'est comme, j'ai dit, prends ton temps, mais je veux que tu reviennes, on t'aime, puis moi, je m'ennuie de toi. C'est joli. Et Maxime, je rebondis juste parce que tu dis quelque chose d'important. Nous, en France, on se verrait du mal de se dire, bah, tiens, en fait, on va à l'école et que la maîtresse ou le directeur nous accueille, ils nous permettent de rentrer, de nous mettre dans une salle pour voir l'enfant. C'est Ouais. quelque chose de courant au Québec? Ça peut se Ben, faire? écoute, moi, là, comprends-moi bien. Je suis un ancien policier. Hmm, Je rentrais partout. ok. Fait que moi, je ne pense pas que c'est anormal. Non, pas du tout. Puis quand Et- ils me reçoivent, ils appellent sur le walkie-talkie, oui, allez chercher mademoiselle telle personne. ok. Mais là, puis tu amènes un point, parce qu'évidemment, je reçois un appel le soir même. Oui, papa, euh, j'ai vérifié, tu n'as pas le droit de rentrer à l'école. Je suis allé voir le directeur. Je suis allé voir le directeur et j'ai dit de ne plus jamais te laisser rentrer à l'école. C'est ta fille qui dit ça? Oui, mais tu sais, Et à c'est ce, et à coaché ce par. moment-là, tu appelles ton ex, tu lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi c'est ma fille qui m'appelle? Enfin, Ouais. qu'est-ce qui Mais, se passe? mais non, mais c'est coaché par la maman. Je le savais qu'elle a dit voici le livre. Écoute, elle est très carrée, la maman. Là. Tu sais, les règlements s'appliquent, mais pas à elle, mais ils s'appliquent. Tu sais. D'accord. Fait que oui, fait que c'est ça. Fait que là, écoute, je ne comprends plus rien. Tu ne peux plus voir ton enfant, tu ne peux pas te présenter à l'école, tu peux plus. Fait que là, j'essaie de trouver de l'aide, des ressources Yes. inexistantes. C'est vrai. C'est très juste aussi. Euh, et puis là, on va rencontrer, parce que là, je cherchais un psychologue parce que là, t'appelles qui? J'appelle qui, moi? Parce que, Vers qui je me tourne? parce que C'est ça. personne ne t'a jamais parlé de ça dans ta vie. Je connais personne qui a vécu l'aliénation parentale. Hmm. Fait que je tombe sur une petite thérapeute en relation d'aide qui a peut-être 20 ans, puis je l'appelle, puis c'est la seule qui est disponible, parce que tout le monde est occupé au Québec. Il n'y en a pas de disponibilité. Ok. Puis j'explique, je dis, voici ma situation, parfait, on va vous recevoir. Je m'en vais là, avec la maman qui est là. Puis là, j'explique ce qui se passe. Puis rapidement, parce qu'il y a eu une discussion avec la maman aussi, je suis perçu comme le narcissique contrôlant. Ah, c'est intéressant. Mais attends, donc la maman est venue également? Oui, Ah. Et elle a accepté de venir. ben oui, elle a accepté de venir. Parce qu'il fallait qu'elle contrôle le narratif. Intéressant. Fait Et du que, coup, comment ça se passe, cette consultation? ben moi, je suis un peu démoli, je pleure beaucoup parce que sincèrement, je m'ennuie de ma fille, puis je veux comprendre pourquoi, j'essaie de. Puis, puis je me rends compte rapidement que. Puis elle me dit une chose, elle dit, Monsieur Tardif, vous êtes juste contrarié parce que vous avez perdu le contrôle de votre fille. Qui te dit ça? La thérapeute. Waouh, Là, c'est d'une violence. j'ai dit, mais madame, je suis pas dans le contrôle de ma fille, je veux juste avoir une relation avec ma fille. C'est quoi? Mais là, j'ai compris que possiblement parce que les comportements de ces personnes-là sont très contrôlantes et très convaincants. Fait qu'ils rencontrent Hmm. quelqu'un, ils vont dire, ben écoutez, mon ex-conjoint, conjointe, c'est un narcissique, faites attention, puis ci, puis ça. Alors, le père est souvent. Puis moi, j'ai un style de communication très assertif parce que je suis un entrepreneur. Pas parce que, pas parce que je suis contrôlant, pas parce que. Mais ça peut être perçu comme une personnalité narcissique. Parce qu'on est très genre dans l'action. C'est genre, Yes. let's go, let's go, let's Assertif. go. Puis Ok. mais c'est un type de communication. C'est pas un type de personnalité. Bien évidemment. Et puis, ça ne dit rien de la réalité, Oui, de ce qui est en train de se jouer, sur lequel on est un monde. Mais là, ce qui me trouble, c'est que tu es en train de me dire qu'à la première consultation, oui. Oh, la, ça a la été. la psychologue te dit ça.
Bon, c'est peut-être le début de la deuxième. Je pense qu'il y a eu 3 consultations, puis ça a été terminé. J'allais nulle part avec ça. Je voyais bien qu'il n'y avait absolument rien à faire. Wow. Donc, fait que là, moi, j'ai dit, bon, c'est pas la bonne solution. Puis le temps que tu commences à réfléchir, puis moi, ça a été une période très noire dans ma vie. Tu sais, où genre, Mm. la peine, la colère, le deuil, tu sais, c'était comme tout devient. Instable. Je suis quelqu'un de très stable dans la vie. Mm. Fait que là, pour la première fois de ma vie, j'étais devant un, un précipice. Je ne savais pas quoi faire. J'ai eu des pensées très noires Bien pour la sûr. première fois de ma vie. Et plusieurs personnes qui vivent ça et qui n'ont jamais eu de pensée noire, il y en a beaucoup effectivement qui traversent des aliénations parentales, des grosses ruptures de liens et commencent à en avoir. Ce n'est pas rien en fait en termes de choc psychologique et intérieur, c'est vraiment un gros truc. Ouais. Puis je me souviens très bien, puis moi, tout s'écroule autour de toi, hein. La relation avec ta femme devient difficile Mhm. parce que, tu sais, te voir souffrir pour un conjointe comme ça, ils sont impuissants. C'est ça. Et la réalité, c'est que personne ne se mêle de ces conflits de loyauté-là. Personne n'ose mettre les mains dans le cambouis, comme on dit nous. Exactement. Fait que tout le monde regarde ça de manière très reculée. C'est un Ouais, peu une prise d'otage, hein. Tout le monde se recule, c'est ça. puis dit, garde, j'ai l'otage, c'est l'enfant, puis tout le monde dit, écoute, on ne touchera pas à ça. C'est une très belle C'est, image parce que c'est ça un peu. ouais, fait que ça vient, fait que moi, je me souviens très bien de circuler sur la rue une journée, puis j'ai vu un pylône électrique. J'ai dit, si je rentrais juste avec ma Dedans. voiture, pendant un instant, je souffrirais plus. Tellement la souffrance est grande. Mais c'est la fatigue aussi. Bien sûr. Fait que c'est la Clairement. souffrance, la fatigue, l'épuisement psychologique. Il y a beaucoup de choses, puis l'espoir, qu'à un moment donné, ta fille t'appelle et dit, hey, papa, je m'excuse, j'ai comme eu une mauvaise passe dans ma vie, puis je pense que c'est une erreur, mais ça arrive jamais ou rarement, cette affaire-là. C'est vrai. Fait que c'est des années d'attente, d'impuissance. La chance que j'ai je suis très chanceux. J'ai, moi, j'ai un autre enfant qui est mon enfant Mhm. biologique. Mhm. C'était l'enfant avec lequel j'étais un petit peu moins proche parce qu'évidemment, il y avait une scission entre moi et mon ex. Il y avait 2 clans. Ok. Et je vais toujours être reconnaissant à cet enfant-là qui, euh, qui n'a pas cédé à l'aliénation parentale. Et elle me l'a dit, elle me l'a nommé. Maman a essayé de faire ça avec moi. Wow. Et on est devenus extrêmement proches. Et c'est pour ça qu'il y a du positif dans tout là-dedans. Puis c'est une chose que je souhaite, c'est que s'il y a de l'aliénation parentale dans votre famille, c'est que ce ne soit pas tous les enfants qui soient aliénés. C'est vrai. On l'espère Pa- vraiment. Parce que ça, je ne peux pas imaginer des parents où tous les enfants ont été aliénés. Ça va être épouvantable. C'est horrible. À vivre, c'est horrible. Moi, C'est l'horreur. j'ai un enfant de lumière qui est. Puis je dis ça, mais avec émotion parce que c'est une petite fille extraordinaire qui met beaucoup de joie dans ma vie. Euh, puis je me trouve chanceux tous les jours de l'avoir. Puis elle comprend la dynamique. Elle est à 50% du temps chez moi, 50% chez sa mère. Elle en souffre beaucoup aussi. Bien sûr. Parce que les parents oublient qu'ils vont faire l'aliénation parentale. Ils ne font pas juste rupturer le lien avec le parent cible. Ils rupturent quelque chose d'encore plus important, qui est des frères et des sœurs qui doivent être 100% du temps ensemble, qui doivent entretenir une relation forte. Parce que nous autres, on ne sera pas là pour toujours. Complètement. On va mourir. Ce Tout qui à va leur fait. rester, c'est une relation frère-sœur. Et ça, c'est important. Et en faisant ça, ils viennent infliger un grand mal à cette relation-là aussi. Pourquoi? C'est que le parent qui est aliénant va créer une équipe Bien sûr. C'est avec exactement l'enfant ça. aliéné qui répond à toutes ses attentes versus l'enfant qui ne répond pas à tout. Et cet enfant-là en souffre parce qu'il est comme pris entre les deux. Et s'il y a le malheur de s'approcher de son parent cible, il va y avoir des répercussions très sournoises. Et si
elle essaie de s'approcher de son parent aliénant. C'est difficile parce qu'il y a une équipe qui est là. Et elle est maintenue dans le secret. Il y a des secrets qui sont là entre l'enfant aliéné et le parent aliénant. Et là, il y a Oui. des secrets, des choses qui ne peuvent pas être dites à personne parce qu'il ne faut pas que papa sache ça. Wow. C'est vraiment épouvantable pour ces enfants-là, honnêtement. Ah non, Euh, c'est horrible à vivre pour avoir suivi et accompagné des ados, des jeunes adultes victimes d'aliénation. Ils sont mal. Et effectivement, parfois même, au début, ils disent que tout va bien, je vais bien. Mais les dégâts, en fait, ils sont sur le long terme. Ils sont sur leurs relations, ils sont sur leur travail, ils sont sur leurs finances, ils sont sur leur santé. Et on ne se rend pas compte des conséquences à long terme, en fait, sur ces enfants-là. ouais. Puis, Malgré ce qu'ils peuvent dire, en fait, très jeunes, que je ne souffre pas de manque, j'en veux à mon père ou à ma mère, je suis mieux depuis que je le vois plus. C'est complètement faux. C'est ouais. faux. Oui, mais comme je te dis, je pense que les enfants qui sont à l'extérieur de l'aliénation, qui sont les victimes collatérales, j'ai beaucoup d'empathie pour eux autres parce que c'est très dur à porter. Et ça, je veux le nommer parce que ces enfants-là tiennent, tiennent la ligne. Ils décident de ne pas franchir cette ligne-là, d'aller dire, OK, parfait, je vais être faible, je vais aller du côté de l'aliénation, me laisser embarquer là-dedans moi aussi, renier mon autre parent, et ils méritent d'être soulignés, ces enfants-là. Bien sûr, Fait que bien c'est sûr. très, fait que c'est très important. Puis en plus, j'ai un garçon, qui est le garçon à Stéphanie, qui est Hmm. dans ma vie aussi, avec qui j'ai eu la chance de développer une relation aussi euh, qui est agréable. Euh, mais j'ai eu une autre chance, puis j'en parlais plus tard. Puis je pense que c'est comme c'est quasiment la conclusion de mon histoire. Tu sais, je vais te parler de ça peut-être un peu plus tard. Alors, on le garde à la fin. Et du coup, comment ça se complexifie encore plus ou pas après? Parce que là, on est chez l'épisode chez la psy, tu es complètement effondré, il y a un monde qui s'ouvre nouveau, en fait, devant toi. Qu'est-ce qui se passe après? Comment la mécanique persiste, augmente ou au contraire diminue? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut comprendre que l'aliénation est un phénomène extrêmement rapide. Ouais, C'est fulgurant la vitesse à laquelle ça va. Il y a eu une tentative de réunification intéressant. Par qui? par moi. Ok. Parce qu'à un moment donné, j'ai invité ma fille en voyage. Pour la première fois, elle a accepté parce qu'il y avait des cousins qui venaient avec Ah, nous. Puis j'ai eu une bonne discussion avec elle. Puis elle me dit finalement, elle dit, papa, elle dit, de toute façon, j'aimerais que tu reviennes chez nous. On s'ennuie hmm. de toi. Puis elle m'a dit, ben, OK, papa, ça fait longtemps que j'y pense. De toute façon, je ne sais même plus quoi croire dans ce que maman me dit. Intéressant. Fait que ma fille a des beaux moments de lucidité. Des fois, je la vois un instant, je vais la voir 30 secondes. Des fois, quand je fais des transferts, puis elle a une belle lucidité où tout d'un coup, je vois mon enfant. Hmm. Je reconnais mon enfant. Hmm. Mais lorsqu'ils sont sous le joug de l'aliénation, tu ne les reconnais pas. C'est vrai. C'est une autre personne. Ce n'est pas l'enfant que tu as élevé, que tu as mis au monde. C'est un inconnu devant toi. Et tu fais bien de le souligner parce que beaucoup, beaucoup ne comprennent pas le changement brutal, instantané et le mot qui ressort qui est je ne reconnais plus mon enfant. Ouais. J'ai une Puis, autre personne devant moi. ouais. Puis les gens, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le comprendre. Fait que tu peux, même si tu parles de ça à quelqu'un à l'extérieur de toi, essaie pas de lui expliquer ça, il ne comprendra pas. Il va dire, c'est certain que tu as fait quelque chose de pas correct comme père pour que ça t'arrive. Mais il faut que tu sois prêt, et moi, je suis très prêt à vivre avec ce stigma-là. J'ai Ouais, pas de problème avec ça. Parce que mon désir est plus grand que ce que les gens pensent de moi. bien C'est, sûr. c'est d'éduquer les gens sur ça. Parce que la seule chose qu'on peut faire présentement, c'est d'en parler puis d'éduquer. Parce que les tribunaux ne sont pas très à l'écoute de nos Pas du situations. tout. Les avocats ne sont pas à l'écoute. Fait que Non. ça devient complexe. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire rapidement, c'était comme, puis je reviendrai sur la réunification tantôt, c'était comme, Ouais. fuck that, je vais me prendre en main, je vais me tenir droit. Yes.
je vais rester fidèle à moi-même. Et puis, sais-tu quoi? Il n'y a personne qui va me faire sentir que j'ai été un mauvais père, que je vais Hmm. plier dans l'adversité, au contraire. Hmm. Fait que moi, après ça, j'ai fait des ultramarathons. Puis j'ai fait plein d'affaires parce que le mouvement m'a aidé. Je me suis mis au surf. Puis ça m'a aidé d'être dans le mouvement, dans l'action, à passer à travers ça. Parce que quand tu bouges, tu es en santé, le reste tient assez bon. T'sais. Fait que ça a été un peu ma planche de salut de faire ça. Hmm. Euh, bon, rapidement sur la réunification. Une réunification ne fonctionne. Attends, deux secondes, Maxime, c'est un point important que tu as soulevé, qui est quand les personnes n'ont pas vécu ce système et ne connaissent pas ce système, et que tu leur dis, ben, je vois plus mes enfants, ou il y a une aliénation, ou il y a quelque chose, effectivement, parfois, il y a la violence de, mais qu'est-ce que tu leur as fait? Ouais. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il faut pas oublier une chose. Ce ne sont pas tous les cas où les enfants ne parlent pas à leurs parents que c'est de l'aliénation parentale. Tu sais, moi, il y a du monde qui me parle, puis souvent sur TikTok, ils viennent me parler, je suis comme, Oui, ouais, écoute, je oui. comprends que ton enfant, peut-être, ils veulent peut-être Alors, plus te parler. attends, oui, et tu fais bien de le pointer ici. Je vais dire, effectivement, c'est pas parce qu'il y a une rupture de lien que c'est une aliénation parentale, évidemment. Ouais. Donc, toutes les ruptures de lien ne sont pas une aliénation parentale. Par contre, toute rupture de lien doit faire quand même évoquer, soupçonner ou avoir l'idée d'une potentielle, effectivement, aliénation parentale. Après, il y a des cas, effectivement, qui justifient une coupure de lien, qui sont De toute façon, là, je vais dire comme on dit, le dead giveaway. Si tu veux comprendre si c'est une aliénation parentale ou pas, un enfant ne veut jamais couper un lien avec son parent. C'est une relation trop forte. Et s'il y a l'historique d'une relation normale, pas une relation là, extraordinaire avec ton parent, puis c'est drôle, j'étais assis à Toronto avec des sommités mondiales, puis je sais pas pourquoi il m'invite, il dit, viens prendre un verre avec nous. Il dit, Maxime, c'est quoi dans les 5 facteurs, le premier? Ben, j'ai dit, c'est l'existence d'une relation positive avant. Il me dit, pas positive, une relation normale avec ton parent. tout à fait. Fait que si tu as une relation normale avec ton enfant, puis il décide du jour au lendemain, toi, je coupe complètement le lien avec toi, soupçonne qu'il y a quelque chose dans. Si tu n'as pas abusé de tes enfants, absence d'abus. Tout à fait. Euh, puis un enfant normal ne refuse pas les contacts avec son parent. Il va Complètement. prendre ton appel, on peut-tu se parler, ouais, papa, je suis content de te parler. Ou... C'est assez facile, in hindsight, de voir qu'est-ce qui se passe. Yes. Fait que, mais ça, il Et y a très peu c'était de monde éduqué pour le comprendre. et, et merci de pointer du ça de ce point-là parce que effectivement c'est un avant-après dont en fait la séparation, ben avant tout allait bien. Il y a une relation, il y a une relation avec le parent, il y a séparation et paf, il y a une transformation. Et quand on est face à ça, oui, le système d'aliénation doit être réveillé. On ne peut pas passer d'une relation normale avec un parent à je me sépare avec le parent et du coup l'enfant ne parle plus aux parents. Ça, ce n'est pas possible. Mais Effectivement, non seulement ça, oubliez pas qu'il va rejeter tout l'environnement autour du parent. tout à fait, Tout parce que l'environnement. la rupture peut aller sur toute la branche avec le parent qui a été aliéné, Oui. avec tout l'environnement du parent aliéné, et ça, c'est également, ça doit effectivement aussi alerter. Bien évidemment, C'est un signe très, très fort. Ce qu'ils appelle en anglais le spreading. Si oui, l'enfant décide qu'il n'a plus de contact avec personne qui est en lien avec le parent cible, oh, c'est très fort. tout à fait. Il y a une rupture effectivement de la branche, il y a une rupture de tout ce qui pouvait entourer le parent en fait qui a été aliéné. Et ça, c'est un signe effectivement qui doit vraiment faire soupçonner.
Bien évidemment, il y a la parole de l'enfant. Bien évidemment, il y a le fait que l'enfant soit placé en tant que décideur dans ce conflit. Il y a les enfants qui sont comme ça mis en avant. Et c'est très bien de faire un rappel en fait sur tous ces points-là qui quand même doivent éveiller les professionnels ou toute personne qui se dit je ne comprends pas qu'est-ce qui fait que vous ne parlez pas en fait à votre parent. Ouais. Et bien évidemment, parfois l'enfant va sortir des raisons qui sont Oui, oui, mais n'oublie pas une chose, il faut nommer une chose, l'enfant aliéné n'a plus aucun souvenir positif de son parent. tout à Donc, fait. quand il va raconter et dire pourquoi, c'est l'histoire qui s'est construite dans la tête. C'est l'histoire qui s'est bâtie avec l'aide du parent aliénant. Et je vais faire une parenthèse, je ne crois pas que les parents aliénants se disent je vais aliéner mon enfant. Je Non, pense qu'inconsciemment, ils vont avoir des comportements qui vont nourrir ça. tout à fait. Et, et ça, puis je veux le nommer parce que le monde dit ouais, mais ça se peut pas que quelqu'un veuille faire ça. Effectivement, il n'y a pas un être humain normal sur la Terre qui va vouloir faire ça. C'est inconscient et c'est tellement laid qu'il n'y a personne qui va dire hey, finalement, je pense que je me suis trompé dans mes comportements. C'est humain, c'est normal. Complètement. Et parfois, les personnes, comme je le dis, peuvent être d'une bonne foi en disant, j'ai envie de protéger mon enfant sur des peurs qui sont irrationnelles. J'ai des angoisses financières hautes que je vais projeter sur l'enfant. Et il suffit pas de grand-chose. Il suffit d'un hochement de sourcil, dire que je suis pas d'accord, dire ah oui, ton père ou ta mère, de ne pas porter le parent dans sa langue ou dans ce qui sort en fait de sa bouche, et bien effectivement, ça va être transféré effectivement sur l'enfant. Ouais. Puis moi, j'ai toujours dit, ma fille reviendrait demain matin chez nous, puis je vais toujours encourager la relation avec sa mère. Bien sûr. Je ne vais jamais discréditer cette relation-là. C'est, puis moi, mon enfant, avant qu'elle soit aliénée en passant, elle m'a dit une journée, elle est rentrée chez moi, je ne veux plus vivre avec maman. Tiens, intéressant. Et j'ai résolu la situation en 15 secondes. Je dis, écoute, ma fille, tu n'as qu'un seul père, une seule mère. Tu vas passer 50% du temps avec ta mère, puis 50% du temps avec ton père. Je t'aime. T'inquiète pas, ça va se replacer. Ça a été la fin de la conversation. Quand ma fille a fait ça avec sa mère, elle a dit, elle a célébré. Je savais qu'un jour, ça allait arriver. C'est ce Ah, qu'elle m'a dit. ah. Et là, j'ai Et moi, compris qu'elle avait une victoire. Puis c'était le début, c'était la victoire. Puis là, et oui, je savais qu'elle allait nourrir ça, la félicité de ça. Et c'est là que le conflit de loyauté s'installe. Et, et c'est ça, c'est aussi simple que ça. tout à fait. Et donc tout dépend comment on recadre la parole en fait d'un enfant. Ouais, Entre quelqu'un qui arrive à recadrer très rapidement et arrêter une certaine dynamique très vite, dans laquelle il n'y a même plus de débat, c'est comme ça. Et un autre parent où il peut laisser en fait l'enfant rentrer dans un imaginaire, dans des émotions, ou le valider, ou aller dans un sens. Et là, c'est dramatique, effectivement. ouais, Ok. Et ouais. du coup, après, comment ça se complexifie? Ça continue à se complexifier pour toi, Maxime? Euh, non, moi, je pense que la complexité de ça, c'est de gérer ses propres émotions. Oui, Parce que tu vas passer à travers toutes les gammes d'émotions. Tu vas avoir de la colère, du ressentiment envers ton enfant. Et tout ça, à c'est fait. dur. C'est très difficile à gérer. Bien sûr. Parce qu'il faut que tu arrives à faire la paix avec ça. À pardonner rapidement à ton enfant parce que c'est pas de sa faute. Mhm. Alors, je pense que ça a été gérer les émotions, le quotidien. Parce qu'à un moment donné, t'es là-dedans à gérer ton quotidien et ton mal de vivre par rapport à ça. Donc, je pense que c'est beaucoup plus là que ça s'est complexifié. Évidemment, ça s'est complexifié à la tentative de réunification aussi parce que une Oui. réunification ne peut pas fonctionner sans encadrement. Impossible. Sans? Sans encadrement professionnel. Ah oui, Et non, c'est documenté. Si c'est tu penses impossible. que ton enfant va retourner chez toi comme si de rien n'était, Non. oublie ça. C'est impossible parce que c'est un enfant qui était hors de contrôle.
sans supervision parentale pendant 2, 3 ans. Et là, tu vois ce que tu as devant toi. Tu dois mettre des cadres, des limites. Ils ne veulent pas, les limites. C'est bien plus facile de retourner chez l'autre parent et ils veulent que tu les retournes chez l'autre parent parce que le conflit de loyauté est tellement fort. C'est Même s'ils ça. acceptent de revenir chez toi, le conflit de loyauté est tellement fort qu'ils vont Ils trouver vont toutes, retourner. ils vont trouver toutes les raisons pour y retourner. Et pour les gens qui ne le savent pas, les vraies thérapies de réunification, ils vont couper complètement le parent aliénant pendant 90 jours de la vie de l'enfant. Tout à fait. Et c'est ce qu'on dit. On dit pour qu'il y ait un changement en fait de comportement sur l'enfant ou sur l'adolescent ou n'importe quelle personne finalement, pour le sortir d'un système, il y a besoin de le couper de son environnement ou de sortir de l'environnement au moins effectivement pendant 90 jours. Ouais. Puis, ça va à un point tel que le parent aliénant va écrire une lettre d'excuse à l'enfant. C'est ça les vraies Hmm. thérapies de réunification. Et je me souviens, le nom va me revenir, mais en Ontario, ils ont un système extrêmement efficace qui fonctionne comme ça. Super. Mais c'est comme ça, puis on est très naïf. On est tellement heureux de revoir nos enfants. Et puis, c'est mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir su que c'était difficile comme ça. Ah, c'est très dur. Parce que moi, je ne le savais pas. Donc, c'est après que j'ai appris que. Parce que, encore là, j'avais un échec. Ma fille est repartie de chez moi. J'ai vécu le deuil une deuxième fois. Wow. Ok. Alors là, puis je pensais que c'était de ma faute. Tu comprends? J'ai mal géré, j'ai mal compris. Mal géré, mal compris quoi? La réunification, la tentative, autre chose? La complexité de la situation. Eh oui. Je pensais que ça allait être ma relation avec ma fille comme avant. Hmm. Et ça se pouvait pas, cette relation-là. Parce avait été effacée. Ouais. Fait que là, il fallait que je réapprivoise tout ça en tentant de Hmm. recadrer. Puis j'ai même assis la mère de mes enfants sur un Zoom comme ça avec ma femme. J'ai dit là, Hmm. tu vas jurer devant ma femme que plus jamais tu vas changer la garde de mes enfants unilatéralement jusqu'à leur majorité. Et là, ça dépend pourquoi. Non, 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 non. Tu vas me jurer que tu ne vas plus jamais faire ça. OK, ouais, OK. Ça a été comme ça un peu la conversation, mais rapidement, aussitôt que ma fille l'a appelé, je vais retourner chez vous. Reviens. Donc, elle acceptait. Ah oui, oui, ben oui. Ben oui. Ok. C'était. C'était. Fait que, Là, fait que c'est ça. Fait que ça a été extrêmement difficile, cette deuxième rupture de lien-là aussi. Mais je comprenais pas tout. Puis quand j'ai commencé à fréquenter beaucoup de parents qui vivaient cette situation-là, j'ai compris. Puis quand on m'a parlé de réunification, comment c'était complexe, j'ai compris. c'est très complexe, les systèmes de réunification, parce que l'enfant est imprégné. Il faut vraiment parler comme, faut voir ça comme un système en fait d'endoctrinement où les personnes sont endoctrinées avec des formes de pensée, avec des habitudes. Et pour changer en fait des habitudes et des modes de pensée, ça demande du temps, ça demande du doigté, ça demande d'être équipé, armé, savoir y faire. Et ce n'est pas rien d'arriver Puis effectivement. tu peux pas, il faut aussi que tu sois armé avec ton environnement, ta famille. Puis, tu sais, tu peux pas demander à ta conjointe tu peux pas la former. Tu sais, tu peux pas dire, écoute, c'est comme ça que ça va se passer parce que j'ai une femme très forte dans ma vie comme femme, très, très droite, très forte. Tu sais, c'est une femme qui fait des exploits sportifs phénoménal, mais Yes. son mental est équivalent. Puis, tu penses que le simple fait d'être qui tu es en tant que personne va faciliter cette réunification-là. Et Hmm. c'est pas assez, c'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après, Maxime? Ben après, comment dire, j'ai commencé à vraiment essayer de trouver des solutions parce que je me suis dit, bon, le problème, j'ai un peu, c'est dur à dire. J'ai pas lancé la serviette, mais j'ai dit, bon, mon enfant est rendu assez avancé en âge. Elle va être à la majorité bientôt. Hmm. J'aurais préféré ne pas passer à travers ça. Qu'est-ce que je fais maintenant pour m'assurer qu'un jour elle connaisse la vérité?
de son histoire et du même coup aider d'autres parents. Yes. Et là, je suis à 5 semaines environ de lancer une solution technologique, émotionnelle, thérapeutique, qui va aider les parents à documenter leur vraie histoire pour qu'un jour, les parents veulent que les enfants demandent: Hey papa, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu n'as rien fait? Hmm. Qu'ils savent exactement que tu étais là, ce que tu as essayé de faire, ce que tu as fait, les courriels que tu as envoyés à l'autre parent, les demandes de collaboration que tu as faites, comment tu as essayé fort pour renverser la vapeur, mais rien qui faisait. Et ça, c'est important pour le parent, pour déposer ses pensées au quotidien. Magnifique. Et pour l'enfant de comprendre quand il va avoir 19, 20, 21 ans, hey, qu'est-ce qui s'est passé là? Hmm. Alors, c'est top. Moi, je trouve ça magnifique de pouvoir œuvrer là-dedans. Et c'est vrai que on œuvre là-dedans parce qu'on a envie de transmettre en fait notre expérience, notre vécu et de pouvoir aider les autres parents, enfants et même adolescents qui sont en train de traverser ça. Parce que rappelons que c'est pas non plus facile en fait pour eux, adolescents et enfants, de se retrouver en fait là-dedans. Ce n'est jamais simple pour un enfant et un ado de couper quoi qu'ils disent en fait avec son parent. Mais d'après toi, en fait, Maxime, si on se place dans les yeux de l'enfant ou de l'ado, lui, qu'est-ce qu'il voit? J'ai pas de réponse à ça. Je peux pas comprendre ce qu'il voit. Je vais être Hmm. très honnête avec toi, j'ai essayé de comprendre, mais tu sais, moi, j'ai eu un père extrêmement difficile. Mais je suis toujours resté en relation avec parce que je suis qui je suis aujourd'hui à cause de mon père aussi, Bien puis à sûr. cause de ma mère. Fait que moi, j'ai été policier, puis j'ai arraché des enfants de familles Hmm. dysfonctionnelles pour les services sociaux. C'était un de mes rôles. Et OK. je voyais l'attachement profond. Même les enfants des milieux difficiles, ils ne voulaient pas quitter leurs parents. Non. Et là, tu pointes quelque chose qui est très important, Maxime, qui est euh, même les enfants qui ont vécu dans des familles dysfonctionnelles grandes, qui ont été battus, qui ont vécu de grandes souffrances, ont du mal, au contraire, en fait, à couper le lien avec le parent et expriment de la souffrance, et expriment du manque, et expriment de la culpabilité, et expriment de la remise en question. Alors que un enfant qui est aliéné n'éprouve pas ça. Bien au contraire, il y a une fermeture de son affectif, du cœur et de l'empathie, avec un langage qui est très difficile sur le parent qui est aliéné, et ça doit alerter. Cette différence alerte parce que vraiment, un enfant qui a vécu vraiment des souffrances, qui avait vraiment vécu des choses parfois même horribles avec son parent, il ne réagit pas de la même manière qu'un enfant qui est aliéné. Et ça, c'est important de pouvoir le voir, même pour les personnes qui nous suivent, les personnes qui nous écoutent ou les thérapeutes. Non, un enfant qui a vraiment vécu des souffrances, il exprime une certaine forme de remords ou de culpabilité envers son parent, ce qu'un enfant aliéné, bien au contraire, n'éprouve pas. Moi, quand je suis allé en conférence à Toronto, puis c'est quelque chose que j'avais réalisé, c'est que les enfants aliénés nous donnent l'impression de devenir des enfants difficiles et sans empathie pour Hmm. personne. La seule empathie est envers eux, se victime. C'est souvent un phénomène qui vient du parent aliénant, ce sont des victimes. Ils se victimisent beaucoup dans la vie. Bien sûr, Et dans la lignée parentale, l'enfant développe le même comportement où l'empathie est seulement dirigée envers eux. Ce, complètement. ce sont des victimes, tout le monde sont méchants, ne sont pas gentils, puis on va se protéger ensemble de ce mal-là. Et ils ont plus accès à l'empathie, puis c'est drôle que je parlais avec un professionnel, puis il me disait, Maxime, de réhabiliter les enfants qui ont vécu l'aliénation parentale pour leur réapprendre à devenir un humain empathique, c'est documenté, puis c'est compliqué. Tout à fait. Et
L'autre signe là que tu viens de pointer du doigt et effectivement qu'on retrouve, c'est qu'il y a un système en fait qui se ferme. Il y a une fermeture. C'est-à-dire qu'on va être tourné vraiment sur eux-mêmes ou eux-mêmes et le parent en fait qui est aliénant. Mais il n'y a pas trop d'ouverture vers l'extérieur. Il n'y a pas trop d'ouverture au monde. Il n'y a pas trop d'ouverture du cœur. Ça se referme en fait. Et il y a un système qui est autoprotégé de on essaye que personne n'essaye de voir ce qui se passe en fait à l'intérieur. Ouais, Et ça doit aussi alerter. c'est une bulle de verre, hein? Il n'y a personne qui a accès à ça. Puis, ça se protège beaucoup ensemble. Ton père ne doit pas savoir ça. Tu sais, c'est comme ça, c'est secret. Oui, Euh, il faut pas dire. Oui, c'est ça. faut pas dire. Attention, faut pas dire. Attention, faut pas que ton parent sache. Ou là, attention, si ton parent sait ça. Ou là. Et là, effectivement, on crée des angoisses chez l'enfant Ouais. ou chez l'ado. Puis, moi, je suis devenu complètement par hasard, de manière urgente et inattendue, famille d'accueil pour deux enfants Oh. qui venaient de familles vraiment dysfonctionnelles, compliquées, Hmm. très complexes. Euh, Puis quand on me l'a demandé, j'ai juste accepté sans connaître vraiment qui étaient les enfants. Puis je sentais que c'était un devoir à faire. Euh, Ces enfants-là sont toujours chez moi, mais ça m'a beaucoup aidé à revisiter mon rôle de père, Hmm. de faire la paix avec le père que je suis, parce que tu vas te remettre en question toujours. Bien sûr. Le type de père que tu es, d'être humain que tu es. Et ces enfants-là, autant que pour le moment où elles sont avec nous, se disent très heureuses. C'est des jeunes enfants. Hmm. Mais je pense que le plus grand bien qu'elles font, c'est à moi. Bien sûr. Parce que j'arrive à faire la paix avec beaucoup de choses. J'arrive à utiliser une chambre qui n'était plus habitée depuis des années, qui revit avec ces enfants-là. Magnifique. C'est beau. Et ça, c'est très réparateur. Complètement. Et Maxime, aujourd'hui, tu en es où? Est-ce que le lien s'est refait? Est-ce que non, le lien ne s'est pas Non, encore refait? non, le lien ne s'est pas refait. Je n'ai pas d'attente par rapport à ça. Ok. J'ai, je suis très résilient. Hmm. Je vais respecter son désir Ok. de me voir ou pas. Je vais Elle a quel documenter âge? 16 ans. 16 ans. Ok. Je vais documenter à travers ce que j'ai développé tout l'amour que j'ai pour elle. Mais c'est très néfaste pour un parent qui est la cible de tenter sans cesse de vouloir être en contact avec son enfant Complètement. quand son enfant ne veut pas ou n'est pas réceptif. Complètement. Il faut être plus fort que ça comme parent. Puis dire, regarde, je vais documenter ma présence à travers mon absence. Puis peut-être qu'un jour, il voudra ou elle voudra reprendre contact. Mais en attendant, je vais devenir la meilleure version de moi-même que je peux à travers ça. Yes. En aidant d'être pour d'autres personnes, en étant présent pour d'autres enfants, en étant Bien présent sûr. pour tes enfants. Puis, puis moi, je trouve qu'il y a du positif dans tout dans la vie. Tout à fait. Autant que c'est difficile, ça a été la chose la plus transformatrice de toute ma vie, de vivre ça. Puis, Complètement. évidemment, l'ex-conjoint va tout le temps tenter de t'agacer financièrement, puis toujours te menacer, de dire, si tu fais pas ça, je vais te retourner réviser la pension alimentaire. Il joue beaucoup à ça. Ça, c'est tout ce qui reste de ça, c'est tout le temps les tentatives d'essayer de te briser, alors qu'ils ne peuvent pas te briser sur des affaires complètement ridicules. Bien Mais sûr. l'important, moi, j'ai décidé de tenir très droit à ça, être très fort, et de plus me laisser intimider sur des choses. Parce que souvent, le parent aliénant va dire, ah ben, l'enfant a besoin de telle chose, il faut que tu payes.
C'est pas comme ça que l'entente de séparation fonctionne. Eh Et ben ça, oui, non, et ça va être un non. complètement. Et quand tu te permets ça, tu prends le contrôle un peu des choses. Donc, d'affirmer et avoir un positionnement assez clair et fort permet une reprise en fait du contrôle et du pouvoir, c'est ça? Ben oui, parce que là, tu sais, c'est drôle parce que les gens vont dire, ouais, mais si tu fais ça, ton enfant t'aimera pas, là. Mais je dis Hmm. souvent, mon enfant ne peut pas m'haïr plus qu'il m'haït là présentement, ou être le lien ne peut pas être plus rupturé qu'il l'est présentement. Est-ce que tu penses que l'argent ou qu'un bien physique va ramener cette relation-là? Je suis pas là dans mon cœur, moi. C'est comme, je vais être tout le temps là pour être là pour mes enfants, mais tu vas me respecter et je vais me respecter à travers les limites qui nous sont imposées. Et ça, c'est un cadre clair. C'est un cadre clair. Puis encore aujourd'hui, je reçois une demande. Puis c'est un exemple que je veux te donner. Ta fille a besoin d'un iPad neuf, donc je te le dis. J'ai dit, non, attends un petit peu, parce que moi, je paye 80% de dépenses. Qu'est-ce qui se passe avec l'iPad? La charge ne tient plus. Ah, ben j'ai dit, écoute, je vais m'occuper du iPad, parce que puisque je paye, je vais m'occuper du iPad, puis je te demande de me retourner le vieux iPad pour que je puisse, au pire, le faire réparer. Et là, évidemment, ce que je comprends, c'est que la dépense a déjà été engagée, ça a déjà été payé, D'accord. puis dans les ententes de séparation, c'est que pour un montant X, tu dois consulter l'autre parent. Alors moi, j'ai dit, ben non, je ne peux pas t'aider avec ça parce que tu aurais dû me consulter avant. Parce que le problème qu'il y a, que vous devez comprendre, c'est que les parents aliénés, on se bat pour la garde de nos enfants. C'est pas la chose la plus importante. L'autorité parentale est la chose la plus importante. Complètement. La présence dans la vie de ton enfant, d'avoir un mot à dire dans la vie de ton enfant. Quand tu apprends par les réseaux sociaux que ta fille est en train d'apprendre à conduire et que tu n'as jamais été consulté, C'est tu terrible, sais, ça. c'est épouvantable. En tant que parent, tu effaces complètement l'autre parent de toutes les décisions normales de la vie de ton enfant. Et, et Maxime, ça, c'est un point important parce que c'est vraiment, il y a une éviction du parent. On ne lui donne pas parfois les informations sur la vie de l'enfant. On ne le concerte pas concernant le futur de l'enfant, la santé de l'enfant, certaines dépenses de l'enfant, sauf facture parfois envoyée en disant, bah, tiens, est-ce que tu veux contribuer tant pour ton enfant ou pas? Et bien sûr, si tu réponds pas, on dit, le parent aliénant dira, bah, ton père ou ta mère veut pas contribuer pour toi. Exactement. Et, et, et je me dis, c'est quand même fou cette éviction de, on va pas consulter en fait. On va pas Non, mais consulter non notre seulement parent. n'a pas consulté, mais on ne lui dira pas. On ne va pas lui dire. Et, Et ça, c'est le vrai combat. Parce que dans les ententes de séparation, ton autorité parentale, tu la conserves. Tu ne peux pas te faire complètement. évincer de la vie de ton enfant. Et c'est pour ça que nous, au Québec, la Chambre de la jeunesse n'est pas efficace pour traiter les relations parentales, ne veulent pas rien entendre là-dessus. Il faut Même aller, en France. faut aller au civil. Au civil, là, ils vont émettre des pénalités. Ah, Et c'est pour ça intéressant. l'important de documenter ce qui se passe, que le jour où l'enfant, puis tout parent, et moi le premier, je vais aller en Hmm. cours pour dire, mon enfant est aliéné par la maman, voici ma demande, et ça va être financier. Et au pire, je vais te donner une œuvre de charité, Yes. ça ne me dérange pas, mais plus les Hmm. parents vont donner suite à ça, au civil, plus les parents aliénants vont commencer à penser, parce que pour eux, le nerf de la guerre dans leur vie et le principal enjeu, c'est l'argent. Tout à fait. Il faut Parce bien que les, penser que parce que les parents aliénants l'argent, ne gèrent pas bien leur argent. complètement, Fait que, ou des angoisses financières, ou c'est jamais assez, mais il y a toujours quelque chose sur le bien matériel et l'argent. ouais. Et, mais du coup, Maxime, je rebondis sur la différence entre en France et au Québec, parce que nous, en France, on ne veut pas en entendre parler quand même de l'aliénation parentale. On parle de conflit de loyauté en termes justice. On Ouais. parle de conflit de loyauté, on parle de conflictualité, on parle d'instrumentalisation de l'enfant. Mais bien qu'ils connaissent son existence, mais
c'est jamais nommé dans des jugements juridiques, par manque de formation, par autre chose, Ouais. par manque de reconnaissance de ce qu'ils disent. Bref, il y a une espèce de flou. Au Québec, c'est comment? C'est plus installé dans Non, les... non, c'est pas plus installé. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de mauvaises conceptions et la vérité, c'est que tu es sûrement au courant que, et je ne dis pas que ça n'existe pas, mais le plus gros problème qu'il y a avec l'aliénation parentale, c'est que il y a eu certains rapports, comme un rapport d'une rapporteuse de l'ONU, Oui, qui explique que bon, l'aliénation parentale, c'est principalement des parents violents qui évoquent ça dans les cadres de violence conjugale pour opérer un contrôle coercitif sur l'autre parent. Alors, quand tu amènes ça, puis il y a du monde, puis ce sont, ils vont, la manière que c'est colporté, ces organisations féministes qui ont amené ça de l'avant, qui sont regroupées ensemble, qui sont de toutes les batailles. tout à fait. Alors là, quand tu amènes ça, ils amènent ça avec le lobbyisme auprès des gouvernements, c'est comme, ah ouais, 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 c'est comme ça que ça se passe. On devrait peut-être complètement annuler ce concept-là et de ne plus en parler. Donc, c'est l'éléphant dans la pièce, l'aliénation parentale. C'est le Mm. sujet dans lequel on peut nommer, mais on ne peut pas parler. Euh, C'est exactement ça. fait que non, c'est pas mieux, c'est pas reconnu, c'est complexe, c'est solitaire, c'est un long combat. Et Fait que, le vrai combat et, et je le porte, c'est vraiment de pouvoir en parler. Plus on sera nombreux à en parler, plus on sera à dire non, ce n'est pas normal ce qui se passe. Non, c'est très violent ce qui se passe. Non, ce n'est pas une arme qui est comme ça pour aller détruire le parent aliénant. Non, il y a quelque chose en manque d'information, en termes judiciaires, en accompagnement. Non, c'est amoral ce qui est en train de se passer et on ne peut pas retourner la chose en disant non, c'est le parent aliéné qui a fait quelque chose. Non, c'est le parent aliéné qui veut contrôler. C'est inentendable pour une personne qui est en train de le vivre. C'est comme si comme pour une personne qui s'est fait agresser, qui va déposer plainte, et on lui dit, mais bon, compte tenu de l'heure ou compte tenu de vos vêtements, est-ce que vous êtes sûr quand même que vous n'avez pas cherché quand même aussi l'agression? exact. Tu sais, la violence, elle est où? Ce que je trouve, c'est que les parents aliénants vont utiliser beaucoup de vulnérabilité de leur enfant pour les Oui, amener du côté de l'aliénation. Et ça, c'est de l'abus. tout à fait. Tu sais que ton enfant a des vulnérabilités et Mm. tu vas aller les chercher pour t'assurer qu'il rejette l'autre parent. C'est fort, là. C'est très fort. C'est très fort. Et un autre d'autres signes qui peut interpeller entre un parent aliéné et un parent aliénant, le parent qui est aliéné va vouloir le bien de son enfant et sera prêt pour lui, limite à ce que de respecter le choix de l'enfant qui est OK, d'accord, tu veux pas me voir, ça va. Ouais, Alors que le parent aliénant, non, c'est surtout je veux la garde. Non, je veux que tu restes avec moi. Et ça, quand il y a un combat comme ça, oh, celui qui généralement dit, ouf, moi je suis prêt à lâcher, écoute, moi je veux ton bien, tu veux pas, ben écoute, d'accord. Là, ça doit alerter que c'est lui qui a ouais. aliéné. De toute façon, je vais le dire, puis je le redis, le mauvais combat, c'est la garde. C'est l'autorité parentale, le vrai combat. Parce que Tout à même fait. si tu ne veux pas me voir, c'est important qu'on se respecte. Parce que ça Complètement. va t'apprendre quelque chose de me respecter aussi comme parent. Tout à fait. Et on Et le ça, dit. l'autorité, tu vois, je vais être impliqué dans toutes tes décisions de vie quand même parce que je pense qu'elles sont importantes. Et c'est le vrai combat. Puis je le dis maintenant parce en rétrospective, Oui, j'aurais dû prendre ce combat-là bien avant de l'autorité parentale puis de l'amener sur la table avec le tout parent. à fait. J'avais pas l'expérience, j'avais pas les connaissances. Mais si je dis à tous les parents, arrêtez de vous battre pour la garde. Battez-vous Tout pour à ça. fait. Et je rappelle que tant que l'enfant n'a pas 18 ans, l'autorité parentale est partagée. Elle appartient au père et la mère. Toute décision qui inclut la santé, la scolarité, l'orientation, le permis, la vaccination, tout autre doit inclure obligatoirement Ouais. les deux parents. Et les deux parents doivent décider en amont
pour le bien en fait de leur Ouais, enfant. Les parents doivent se consulter et ce n'est pas à l'enfant d'aller porter une parole en disant, un exemple, ah bah tiens, papa ou maman a décidé de me vacciner, ça y est, j'ai pris rendez-vous chez le médecin et du coup vous êtes devant le fait accompli. Ou bien, ah bah non, voilà, mon permis a été déjà payé par papa ou maman, ouais. je commence la semaine prochaine et là vous êtes devant le fait accompli. Non, ce sont des discussions qui doivent appartenir aux parents d'abord, et après dans lequel l'enfant ou l'ado est inclus et décidé après en trois, mais l'autorité parentale est le vrai combat. Ouais. Et ça, possiblement que pour la forme, je vais le mener, ce combat-là, jusqu'à la majorité de ma fille, Bien sûr, pour, par principe. tout à Parce que fait. tu peux documenter aussi pour le plus tard, parce que, comme je dis au civil, c'est important d'y aller, parce que je pense que l'argent n'amène pas de réparation, mais ça amène un message clair que c'est pas acceptable. Tout Et à c'est fait. pour ça que ce combat-là, je commence à le mener là. Euh, et pas de manière acrimonieuse, de manière pour rétablir les choses à leur place. Tout à fait. Et la posture doit rester toujours la même, qui est je suis ton père, je suis ta mère, quoi que tu fasses jusqu'à tes 18 ans, ces choix-là me concernent. Exact. Et je serai là, d'un point de vue d'autorité parentale, jusqu'à tes 18 ans, que tu me parles ou pas. Exactement. Puis on l'oublie, ce message-là, puis il est rarement dit. Puis moi, j'ai eu une illumination, j'ai dit, mais pourquoi on se bat pour la garde? Ah non, Hein? non, oh non. Mais l'autorité parentale doit effectivement être respectée et veiller à ce qu'elle soit respectée et de tout faire pour qu'elle soit respectée et que ça soit informé. Bien évidemment, quand on peut, mais bien sûr, il y en a qui disent, ben oui, mais on n'informe pas. Eh bien, il faut tout mettre en place pour que vous soyez informé ou si vous n'êtes pas informé, de saisir les directions compétentes, de faire des choses parce que il n'est pas normal que vous ne soyez pas informé ni inclus dans la vie de votre enfant. Et ça, c'est un signe d'aliénation. C'est ce que les Tout gens à fait. oublient. Tu sais, des fois, là, ils parlent de voir la forêt ou l'arbre. Des fois, on a trop le nez collé sur l'arbre, puis la rupture de lien, puis on a de la peine. Puis quand tu te recules pendant un instant, tu dis, mais c'est pas ça le vrai combat. Et non. C'est pas ça le vrai. Puis là, ça prend des années. Fait que c'est pour ça que j'en parle, parce que je veux te donner 2, 3 ans d'avance dans ton processus. Yes. Ça, c'est important pour les autres parents. Prendre mon expérience où j'ai navigué tout seul là-dedans, Mm. puis voici ce que je te conseille de faire. Qu'est-ce que tu aurais d'autre en conseil à donner, Maxime, aux autres parents qui nous écoutent? Ben, c'est très cliché, Mais tu peux. mais occupe-toi de toi, Yes. parce que tu ne passeras pas à travers. Occupe-toi de toi, puis, mais je veux dire, deviens une meilleure version de toi-même. Remets-toi en forme. Euh, Fais du bien autour de toi. Parce que le jour que ton enfant va peut-être revenir, et pas cet espoir-là, ne compte pas là-dessus. Mais s'il revient, ils vont revenir vers un parent entier. Ils ne reviendront jamais avec une personne qui est complètement Amen. l'ombre de lui-même. Et c'est ce qu'ils peut-être comprendront pas. Ils vont te regarder dans 10 ans. Mais papa, t'es pas mort de ça? J'ai Mm. des enfants, maintenant je comprends ce que tu as vécu. Tu dis non, je suis pas mort, je suis toujours là. C'était difficile, mais j'ai passé à travers. C'est beau. Tu dirais, pour toi, l'importance de se faire accompagner quand on vit ces types de processus par quelqu'un de compétent qui Ah, connaît le sujet, qui... c'est primordial parce que tu peux pas en parler à personne. Il y a personne qui va te comprendre. Puis c'est trop lourd pour ton conjoint ou ta conjointe de recevoir ça. Et je sais que tu aides les gens. Nous, on Mm. n'a pas accès à ça ici. Tu sais, on a la chance d'avoir. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de la communauté, de notre communauté francophone, si je découvre Oui, des gens comme toi sur TikTok, c'est comme, hey, on est un océan de distance. On vit les mêmes choses, mais maintenant, on peut connecter ensemble sur ces choses-là. Je trouve ça beau. et c'est magnifique. Et c'est grâce à ça, quelque part. Oui, puis moi, je me suis exposé. Quand j'ai commencé à parler de ça sur TikTok, j'ai dit, Et, est-ce que vraiment je vais parler de ça? Puis j'ai et dit, est-ce
pourquoi pas? Ok. Et ça a été très fort parce qu'il y a tellement de parents qui m'ont écrit. Complètement, oui. Le problème, c'est que je leur dis, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider parce que je suis juste un parent qui l'a vécu, tu sais. Mais tout le monde cherche de l'aide. Puis ils ont besoin de trouver quelqu'un. Ils ont besoin de trouver quelqu'un, une ressource pour les écouter, se déposer. Puis c'est pour ça que mon projet a vu le jour. Puis Magnifique. j'ai hâte de te le présenter. Ah, avec plaisir, avec Selon moi, grand. c'est exceptionnel parce que enfin, les parents vont pouvoir se Mm. déposer. Enfin, ils vont avoir du feedback sur ce qu'ils vivent. Yeah. Et fait que moi, ça a été ma solution, mais c'est vraiment de documenter Mm. tout ce qui se passe. Pas de manière combative, mais de manière factuelle Oui, dans l'optique qu'un jour son enfant va vouloir comprendre ce qui s'est passé. on est complètement. Et par expérience ou par les personnes en fait que j'accompagne, enfants ou ados, même jeunes adultes, quand c'est bien installé comme ça depuis des années, hein, généralement on est parti jusqu'à ce qu'il y ait malheureusement soit un gros événement, un drame qui se produit, où ces enfants-là ou ados-là sont devenus parents. Et au moment qu'ils sont parents, ben, il y a un autre travail personnel qui se fait en se disant, ah, quand même. Et là, il y a un petit retour en arrière. Et c'est vraiment les cas de figure que je vois qui peut amener, après, une fois que l'aliénation est bien, bien installée, c'est vraiment Ouais, soit les c'est, parents, puis, soit quand ils sont parents. ouais, mais souvent, tu vas parler des spécialistes, hein, puis ils vont dire ah, ça fait 6 mois, 1 an, il n'y a rien à faire. C'est souvent les messages qu'on a, c'est ce qu'ils vont nous dire. Fait que, tu sais, mais Hmm, souvent, c'est des gens qui sont mal formés, mal éduqués pour ça. complètement. Parce que au Québec, on a eu une chance, une brève chance. Ils ont instauré un programme qui s'appelait le programme PCR. Le Ok. programme PCR, c'est un juge qui était dans les cas de séparation acrimonieuse, difficile, Mhm. conflictuelle. Chaque parent avait un avocat, un juge. Le travail des avocats, c'était de travailler ensemble pour trouver une solution pour le bien-être de l'enfant. C'est un projet pilote qui a eu lieu au Québec. Puis je te donne un chiffre, je pense que ça ressemble à ça, sur 50 familles qui ont participé, 50 ont été réunifiées. Wow, magnifique. Manque de fonds publics, ils ont arrêté ce programme-là. Quel dommage. Et puis j'étais avec des experts quand j'étais allé à Toronto à cet événement-là. Oui, Puis je dis, mais je savais. Puis là, c'est drôle parce qu'il y avait une conférence et tout le monde expliquait ça comme une réussite au Québec. Puis moi, je lève ma main et je dis, pourquoi je connais pas ça? Ah, ben c'est discontinué ce programme-là parce qu'on n'a plus les fonds publics. Mais, OK, mais pourquoi on en parle si ça. Puis est-ce qu'on peut l'avoir au privé? Est-ce qu'on peut. ben oui, Et là, puis là, la dame m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle dit, Maxime, ça existe au privé, mais c'est très difficile de faire collaborer des parents aliénants. complètement. Alors, ça ne fonctionne Complètement. pas à moins qu'il y ait un juge qui donne des ordres. Tout à fait. Soit c'est la justice qui impose des accompagnements bien spécifiques, comme ça a été fait au Québec, mais il y a très rarement en fait la collaboration en fait du parent aliénant, sauf s'il sent qu'il y a un extrême danger ou un drama qui est en train de se produire, et encore, Ouais. et encore. Yes. Fait Quel voilà, autre conseil, Maxime, tu pourrais donner? faites la paix avec votre colère parce que vous allez avoir beaucoup de colère envers vos enfants Ouais. de vous rejeter. Et ça, faites la paix rapidement avec ça. C'est pas de leur faute. Hmm. Et c'est ça le problème. C'est souvent parce que tu vas voir ton enfant puis tu vas avoir un peu de ressentiment. Pourquoi tu me fais ça? Tu sais, pourquoi tu. Hmm. Il n'y a rien de bon qui va ressortir de ça. Fait qu'il faut accepter ça le plus rapidement possible. Quelqu'un m'avait dit à un moment donné, je fais beaucoup de courses à pied, puis je courais avec quelqu'un, puis il me disait, j'avais pas parlé de ça à personne. Puis je disais, ah, t'as des enfants? Il dit, oui, j'ai 2 enfants, mais il y a une de mes filles que je ne vois plus. Et là, je le regarde. Il dit, elle habite à une rue de chez moi, puis elle a 21 ans, puis ça fait plus l'âge de 12 ans que je la vois pas. Wow. Puis j'ai dit, écoute, il s'appelle Laurent. Laurent, j'ai dit, je vis la même chose. Il dit, fais la paix avec ça le plus rapidement possible.
Complètement. Et c'est le conseil que j'ai reçu et c'est le conseil que je donnerais, aussi difficile que ça va être. Fais l'APEX le plus rapidement possible pour pouvoir avancer, pour pouvoir rebâtir. Puis moi, c'est drôle parce que, tu sais, je vois les enfants qui sont ici des services sociaux dans ma vie et je leur redonne l'amour que je ne peux pas donner à ma fille présentement. Fait que redonner de l'amour autour de toi, t'occuper des gens que t'aimes, d'être significatif dans la vie des gens, de redonner en aidant des parents qui vivent ça, d'avoir une vie qui fait une différence. Je pense que c'est là qu'il faut que tu te positionnes. Complètement. Et j'aime bien dire qu'il n'y a rien qu'on peut vivre dans une vie qu'on ne peut pas transformer en amour pour les autres, en amour pour soi ou en contribution en fait pour les autres. Ouais, Et que c'est possible. Et que je vois que c'est quand même magnifique qu'on est là entre le Québec et la France en train de faire cette interview, qu'il y a une relation qui se crée entre nous, entre des personnes qu'on accompagne, entre plein de gens qu'on essaye d'aider à travers ça. Et d'une perte de relation, il y a plein de relations qui sont en train de créer. Et ouais. il y a plein d'amour qui est en train d'être donné. Et c'est beau de le voir aussi. On devient très humain à travers ça. Parce que c'est très, ils disent en anglais humbling, de dire que ton enfant te rejette, mais que tu arrives à faire renaître des choses de ça. Puis moi, je l'ai dit, tu sais, à tous les jours, quand tu passes devant la chambre de ton enfant qui est inoccupé depuis des années, qui est intacte, c'est lourd. À chaque jour, tu passes, là, chaque soir, tu passes, tu dis bonne nuit, il n'est pas là. Mm. Puis là, pour moi, de les voir revivre cette chambre-là avec deux enfants, c'est magnifique. C'est beau. Ouais. C'est plus un, c'est deux. Maxime, imaginons ta fille dans le futur tombe sur cette vidéo, voit cette interview, en plus de tout ce que tu as pu faire, laisser, ou même tes petits-enfants. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Ah, c'est une bonne question, tu sais. Tu sais, malgré l'absence, t'arrêtes jamais de les aimer, ces enfants-là, tu sais. C'est toujours, puis quand tu les vois quelques secondes, euh, tu te rappelles qu'ils ont été vraiment importants puis qu'ils le sont toujours pour toi, tu sais. Fait que c'est un vide qui se remplit jamais. Tu peux l'occuper un petit peu, euh, mais tes enfants sont pas remplaçables, tu sais. Et en fait, elle va le savoir parce qu'elle va écouter mes affaires un jour. Puis elle le sait déjà que je l'aime beaucoup, ma fille. Bien sûr. J'ai eu beaucoup de peine, mais c'est pas ça l'important. C'est que j'espère réellement qu'un jour, euh, elle comprenne réellement la relation qu'on a eue parce qu'on était très proches. Et ça m'a apporté beaucoup de bonheur dans la vie. Pour la courte période que je l'ai eue. Ouais. Et si tu aimerais lui laisser un mot à toi et à elle et à ta descendance, si on devait clôturer sur un mot pour eux, pour elle et ta descendance future, qui tombe là-dessus. Ben, je vous aime beaucoup, hein. Et on va clôturer là-dessus. Maxime, un grand merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Il y a eu plein de pépites de partager. Merci d'avoir partagé tout ça, ces moments difficiles, cette vulnérabilité, cette épreuve de combattant, cette épreuve de résilience, ces visions sur le futur, ces visions sur le parent aliéné, aliénant et sur les enfants. Et j'espère qu'on se reverra très vite et très bientôt. Ouais. Maxime, grand merci.
Merci à toi.